Nilda Chiaraviglio a mis au jour une vérité révolutionnaire sur la psychologie masculine. Une vérité qui va transformer votre manière d'aborder les relations. Imaginez, quand une femme mûre choisit de se taire, pendant 48 heures, précises, une métamorphose neurologique s'opère dans l'esprit de son partenaire. Et il ne s'agit surtout pas de manipulation infantile, mais de l'application concrète de la science comportementale aux relations adultes. Des chercheurs de l'Université de la Sorbonne ont mené une étude, en 2019, auprès de 847 hommes âgés de 45 à 65 ans. Ils ont surveillé de près l'activité cérébrale de ces hommes, lorsque leurs compagnes ont cessé d'initier les conversations. Durant les 20 premières minutes, rien. Durant les 6 premières heures, le cerveau masculin a enregistré une légère curiosité, mais quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire après 24 heures et après 48 heures complètes. La région du cerveau responsable de la peur de la perte s'est illuminée, comme un phare dans la nuit. Ce que Nilda Chiaraviglio a constaté, au cours de 30 années passées à conseiller des femmes mûres, c'est que nous avons été conditionnés à combler le silence, à expliquer, à justifier, à adoucir les angles. Or, chaque mot que nous prononçons diminue notre valeur perçue à ses yeux, car les hommes, surtout les hommes mûrs, sont programmés par l'évolution pour poursuivre ce qui leur échappe. Et lorsque vous êtes toujours disponible, toujours en train de parler, toujours à vous justifier, vous éliminez la rareté. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie avait 46 ans lorsqu'elle est venue me consulter, à bout de force. Mariée depuis 18 ans à Antoine, un avocat de 51 ans. Elle avait l'impression de porter leur mariage à bout de bras. Chaque matin, c'était Sophie qui demandait à Antoine comment il avait dormi. C'était elle qui lançait la conversation au dîner. C'était elle qui planifiait les week-ends. C'était elle qui envoyait des messages, dans la journée, pour savoir s'il avait déjeuné. C'était toujours elle qui initiait les conversations sur leurs relations, sur leurs projets, sur tout. Et Antoine, lui? Antoine répondait par des monosyllabes. Il était toujours sur son portable, toujours fatigué, toujours occupé. Quand Sophie essayait de lui parler de ce qu'elle ressentait, il lui disait qu'elle exagérait, qu'il était simplement stressé par son travail, qu'elle était trop peu sûre d'elle. Et Sophie, comme beaucoup de femmes mûres, le croyait. Elle croyait que le problème venait d'elle, qu'elle parlait trop, qu'elle était trop exigeante, qu'elle devait être plus compréhensive, jusqu'au jour où, en discutant avec moi, elle s'est effondrée. Je suis épuisée de parler, épuisée d'essayer, épuisée d'être la seule à m'investir. Et c'est là que je lui ai dit quelque chose qui a tout changé. Alors arrête complètement. Pendant 48 heures, ne dis absolument rien qui ne soit strictement nécessaire. Sophie m'a regardée comme si j'étais devenue folle. Mais il va penser que je suis fâchée, il va croire que je fais un drame. Et je lui ai répondu exactement ce que Nilda Chiaraviglio enseigne. Laissez-le penser ce qu'il veut. Votre silence n'a besoin d'aucune explication. D'ailleurs, l'instant où vous expliquez votre silence est l'instant où il perd tout son pouvoir. Je vais vous expliquer la psychologie qui se cache derrière cela, car il est crucial que vous compreniez que ce n'est pas une astuce de séduction bon marché. C'est de la neuroscience appliquée aux dynamiques de couple, lorsque vous êtes toujours disponible, toujours à initier les conversations, toujours à combler les silences. Vous entraînez son cerveau à vous considérer comme acquise. La neuroscience appelle cela l'adaptation hédonique. C'est le même mécanisme qui fait que vous cessez de remarquer le parfum que vous portez tous les jours. Le cerveau humain est conçu pour s'adapter à ce qui est constamment présent et pour s'alerter à ce qui est absent. Alors, lorsque vous retirez soudainement et complètement votre présence verbale, vous n'êtes pas cruel. Vous activez son système d'alerte. Vous brisez une routine de 18 ans et le cerveau masculin,
surtout le cerveau d'un homme mûr qui a suffisamment vécu pour savoir quand il est en train de perdre quelque chose de précieux, se met en mode analyse. Sophie a décidé d'essayer, un jeudi soir, après un énième dîner où elle avait parlé seule pendant qu'Antoine pianotait sur son portable. Elle a simplement arrêté. Sans annonce, sans explication, sans drame. Elle a simplement débarrassé la table, lavé la vaisselle en silence, pris un livre et est allée lire sur le balcon. Antoine n'a même pas remarqué cette première nuit. Après tout, il était habitué à ce qu'elle soit là, à tout faire, à parler pour deux. Il a fini de consulter ses actualités, est allé se coucher et s'est endormi. Le vendredi matin, Sophie a maintenu le silence. Elle s'est réveillée, a préparé son café, l'a bu normalement, s'est préparée pour aller travailler. Antoine est descendu, s'attendant au traditionnel « Bien dormi, mon cœur ?» Mais Sophie l'a juste salué d'un signe de tête et d'un petit sourire, a pris son sac et est partie. Ce n'est qu'après son départ qu'une pensée étrange a traversé l'esprit d'Antoine. Était-elle fâchée ? Cela ne semblait pas. Était-elle triste ? Pas non plus. Elle était différente. Et le différent, c'est ce qui attire l'attention. Pendant la journée, Antoine a attendu les messages habituels de Sophie. Le message de midi lui demandant s'il avait déjeuné. Le message de l'après-midi partageant quelque chose d'amusant qu'elle avait vu. Rien n'est venu. Il a ouvert Messenger 3 fois, a vu qu'elle était en ligne de temps en temps, mais aucun message pour lui. À 16h, pour la première fois depuis des mois, c'est Antoine qui a envoyé un message. Tout va bien ? Sophie a vu le message. A attendu 47 minutes pour répondre. Oui. Un oui. Un mot. Aucun emoji. Aucune explication. Aucune question en retour. Et ce oui sec a activé quelque chose dans le cerveau d'Antoine qui était endormi depuis des années. Un inconfort. Nilda Chiaraviglio appelle cela l'inconfort productif. C'est le type d'inconfort qui force un homme mûr à sortir du mode automatique et à entrer dans le mode conscient. Parce que les hommes mûrs, contrairement à ce qu'ils aiment croire, n'aiment pas l'incertitude dans les relations. Ils aiment savoir où ils en sont, être sûrs que vous êtes là, et lorsque cette certitude est ébranlée, même minimement, son attention change. Antoine est rentré chez lui le vendredi soir, s'attendant à trouver Sophie dans la cuisine, comme d'habitude, en train de préparer le dîner, mais elle n'était pas là. Il l'a trouvée dans le salon, en train de regarder un documentaire, avec un verre de vin. « Salut », a-t-il dit, s'attendant à la réponse chaleureuse habituelle. « Salut », a-t-elle répondu, sans quitter l'écran des yeux. « Tu ne prépares pas le dîner ? J'ai déjà mangé. Il y a des restes dans le frigo si tu veux. » Et elle a reporté son attention sur la télé. Antoine est resté planté dans le salon pendant un moment, en train d'assimiler. Sophie l'attendait toujours pour dîner. Toujours. Cela faisait partie de leur routine depuis près de 2 décennies. Et maintenant, elle avait mangé seule, sans prévenir, sans lui demander s'il voulait quelque chose de spécial, sans même se soucier de cuisiner. Il a réchauffé les restes, a mangé seul dans la cuisine, et pour la première fois depuis longtemps, a prêté attention au silence de la maison. Ce n'était pas un silence de colère, ce n'était pas un silence passif-agressif, c'était un silence neutre, et c'était déconcertant, car Antoine ne savait pas comment gérer la neutralité. Antoine savait gérer Sophie quand elle était inquiète, quand elle était affectueuse, ou même quand elle était blessée et essayait d'en parler. Mais cette Sophie sereine et silencieuse, c'était nouveau. Le soir, au moment de se coucher, Antoine a essayé d'entamer une conversation. « Tu es fâché contre moi ? Non. Il s'est passé quelque chose ? Rien de spécial. Je suis juste fatiguée. Bonne nuit. » Et elle s'est tournée de son côté du lit, a pris son téléphone, a mis ses écouteurs et a commencé à écouter un podcast. Antoine est resté allongé, fixant le plafond, avec une sensation étrange dans la poitrine,
Une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer, mais que Nilda Chiaraviglio identifierait immédiatement comme la peur de la perte. Le samedi matin s'est levé. Sophie s'est réveillée tôt, chose inhabituelle pour elle le week-end. Elle a préparé son café, a pris son ordinateur portable et s'est mise à travailler sur des projets personnels qu'elle avait abandonnés depuis des mois. Antoine s'est réveillé plus tard et l'a trouvée concentrée, avec ses écouteurs. « Bonjour », il a dit. « Bonjour ». Elle a répondu avec un léger sourire et est revenue à son écran. « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? J'ai quelques trucs à régler. » « Et toi ?» Antoine ne savait pas quoi répondre. Normalement, c'était Sophie qui planifiait les samedis, qui suggérait des sorties, qui organisait des déjeuners avec des amis. Et maintenant, elle lui demandait ce qu'il allait faire, comme si ses plans ne dépendaient pas d'elle, comme si elle avait sa propre vie qui ne tournait pas autour de lui. Je ne sais pas. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose. Je vais sortir avec Chloé cet après-midi, mais tu peux faire ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là, à cette seconde précise, qu'Antoine a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années envers Sophie, de la surprise. Et plus que de la surprise, une pointe d'insécurité. « Tu vas sortir ? Vous avez prévu ça quand ? Hier. Pourquoi ? Rien. C'est juste que tu ne m'en as pas parlé. Je ne t'en ai pas parlé. » Et Sophie a continué ce qu'elle faisait, sans offrir d'explication, sans se justifier, sans essayer de l'inclure. Antoine a passé tout le samedi à y penser, que Sophie avait fait des plans sans le consulter, qu'elle était sortie sans demander la permission ni rendre de compte, qu'elle était différente, et différent, encore une fois, signifie que quelque chose a changé. Et le changement, pour quelqu'un qui était confortable, signifie une perte imminente. Le samedi soir, Antoine a essayé d'être plus présent. Il a demandé comment s'était passée sa sortie. Sophie a répondu brièvement. C'était bien. Et elle a repris son livre. Il a essayé de regarder la télévision ensemble, a fait des commentaires sur l'émission. Elle a émis des petits rires polis, mais a continué à lire. « Tu m'évites ?» Il a demandé, déjà avec un ton de frustration. « Non, pourquoi tu dis ça ? Tu es bizarre. Tu ne me parles pas. Je suis juste silencieuse. C'est un problème ? » Et cette réponse, cette inversion, était géniale. Parce que Sophie ne se justifiait pas. Elle le questionnait. Elle mettait la responsabilité de l'interprétation entre ses mains. Et les hommes matures, quand ils sont questionnés sur leur propre perception, commencent à douter d'eux-mêmes. Antoine a passé la nuit de samedi éveillé. Mentalement, il a revu les dernières 48 heures, essayant d'identifier s'il avait fait quelque chose de mal, se remémorant les conversations et réalisant, pour la première fois, qu'il n'y avait pas eu de conversation. Il avait passé 48 heures pratiquement sans parler à sa femme. Mais pas parce qu'elle était fâchée, juste parce qu'elle avait cessé de faire tout le travail de maintenir la connexion. Le dimanche matin s'est levé, et maintenant, il y avait 48 heures complètes depuis que Sophie avait arrêté de parler activement. Antoine s'est réveillé avant elle, et pour la première fois depuis des mois, c'est lui qui a préparé le café. C'est lui qui a mis la table du petit déjeuner. C'est lui qui l'a réveillée avec une tasse à la main. « Sophie, je t'ai apporté du café. » Sophie a ouvert les yeux, a vu Antoine là avec le café, et quelque chose à l'intérieur d'elle a reconnu. Le pouvoir avait changé de main. Non pas parce qu'elle avait crié, non pas parce qu'elle avait pleuré, non pas parce qu'elle avait fait un drame, mais parce qu'elle était restée silencieuse. « Merci », elle a dit en prenant la tasse et en buvant une gorgée. « On peut parler ?» Antoine a demandé. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose que Sophie n'avait pas entendu depuis des années. Une préoccupation véritable. De quoi ? De nous. De toi. Je sens que tu es distante. Et voilà. L'inversion complète. 48 heures auparavant.
C'était Sophie qui implorait des conversations sur la relation. C'était elle qui essayait de se connecter. C'était elle qui portait le poids émotionnel du mariage. Et maintenant, c'était Antoine qui demandait à parler. C'était lui qui ressentait la distance. C'était lui qui était inquiet. Nilda Tcheraviglio explique que c'est le moment critique. C'est le moment où beaucoup de femmes font l'erreur d'expliquer tout. De dire « je te testais » ou « j'ai lu sur cette technique ». Et au moment où vous faites ça, le pouvoir revient à sa place initiale. Parce que vous révélez que votre silence était stratégique, pas authentique. Le secret, le vrai secret du silence stratégique de 48 heures, c'est qu'il doit venir d'un endroit réel à l'intérieur de vous. Il doit être la manifestation externe d'une vérité interne. La vérité que vous êtes fatigué, que vous valez plus, que vous n'allez plus faire tout le travail émotionnel seul. Sophie n'a pas expliqué à Antoine qu'elle testait une technique. Elle a dit la vérité. « Antoine, je me suis rendu compte que j'ai passé des années à parler toute seule dans ce mariage, à poser des questions auxquelles tu réponds à moitié, à essayer de me connecter avec quelqu'un qui est toujours distrait. Et j'ai décidé que j'allais arrêter de faire cet effort unilatéral. Si tu veux une conversation, tu devras la demander. Si tu veux une connexion, tu devras la créer. Je ne vais plus porter ça seul. » Et Antoine, pour la première fois en 18 ans, a vraiment écouté. Pas parce que Sophie avait parlé plus fort, mais parce qu'elle avait parlé moins. Parce que son silence avait créé un vide qui l'a forcé à bouger. Dans les jours suivants, Antoine a commencé à faire des choses qu'il n'avait pas faites depuis des années. Il envoyait des messages pendant la journée pour demander comment elle allait. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que l'absence de ces messages avait créé un espace vide qu'il ressentait le besoin de combler. Il a prévu un dîner au restaurant, sans que Sophie ne le suggère, sans qu'elle n'ait à l'organiser. Il l'a simplement fait. 3 semaines plus tard, Sophie m'a appelée. Elle pleurait, mais pas de tristesse, de soulagement. Je ne savais pas que j'avais autant de pouvoir. Je ne savais pas que mon silence valait plus que toutes mes paroles réunies. Et c'est ce que la plupart des femmes matures ne comprennent pas. Vous n'avez pas besoin de parler plus pour être entendu. Vous devez parler moins. Parce que chaque parole que vous prononcez, quand vous êtes toujours disponible, dilue votre valeur. Mais quand vous choisissez vos moments, quand vous vous préservez, quand vous gardez votre énergie pour vous-même, vous devenez rare. Et la rareté génère le désir. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole exact du silence stratégique de 48 heures. Parce qu'il existe une énorme différence entre le silence stratégique et le traitement silencieux. Le traitement silencieux est une punition. C'est passif-agressif. C'est de la manipulation émotionnelle. Le silence stratégique, c'est de l'autoconservation. C'est un choix conscient. C'est un retrait d'énergie gaspillée. Règle numéro 1 du silence stratégique. Ne l'annoncez pas. Au moment où vous lui dites « je vais garder le silence » ou « je ne vais plus te parler », vous transformez un choix d'autoconservation en une menace. Et les menaces, ça ne marche pas avec les hommes matures. Ils attendent simplement que vous vous lassiez et que vous reveniez à la normale. Alors, vous arrêtez. Simplement, sans avertissement. Sans ultimatum, sans déclaration dramatique. Règle numéro 2. Maintenez la neutralité. C'est crucial. Votre silence ne peut pas s'accompagner de portes qui claquent, de soupirs forts, d'expressions de colère ou de tristesse. Parce que s'il perçoit que vous êtes fâché, son cerveau classe ça comme une dispute de plus. Et les hommes savent attendre que les disputes passent. Mais quand vous êtes neutre, sereine, simplement en train de vivre votre vie sans l'énergie émotionnelle que vous lui consacriez, ça crée de la confusion. Et la confusion génère du mouvement. Règle numéro 3. Ayez une vie, et ce n'est pas optionnel. Vous ne pouvez pas garder le silence. Et en même temps, restez assise à la maison, à attendre qu'il le remarque. Vous devez genuinement rediriger votre énergie. Reprenez des loisirs que vous avez abandonnés.
Sortez avec des amis. Travaillez sur des projets personnels. Lisez ces livres qui sont sur votre liste depuis des années. Parce que le silence ne fonctionne que lorsqu'il s'accompagne d'une vie réelle qui se passe. Quand il perçoit que vous n'avez pas seulement arrêté de lui parler, mais que vous avez commencé à vivre sans lui, comme centre. Règle numéro 4. Répondez quand c'est nécessaire, mais minimalement. S'il vous demande quelque chose de direct, vous répondez, mais avec économie de mots, sans élaborer, sans expliquer, sans remplir le silence inconfortable. Il vous demande « Ça va ?» Vous répondez « Oui ». Il vous demande « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Vous répondez « J'ai des rendez-vous ». Il vous demande « Quand est-ce que tu reviens ?» Vous répondez « Je ne sais pas encore ». Bref, neutre, véritable. Mais maintenant, vient la partie où beaucoup de femmes se trompent. Et je dois vous avertir à ce sujet. Parce que si vous le faites mal, ça va empirer la situation, au lieu de l'améliorer. Erreur numéro 1. Utilisez le silence comme une punition visible. Si vous êtes en silence, mais que vous soupirez constamment, que vous levez les yeux au ciel, que vous démontrez de l'irritation, vous n'êtes pas en silence stratégique. Vous faites une crise de colère silencieuse. Et les hommes matures ignorent simplement les crises de colère. Le vrai pouvoir est dans la sérénité. Dans la paix génuine de celle qui a décidé de préserver son énergie. Erreur numéro 2. Briser le silence avant les 48 heures. Je comprends. C'est difficile. Vous allez avoir envie d'expliquer, de justifier, de remplir le vide. Mais si vous brisez le silence avant les 48 heures complètes, vous ne donnez pas le temps à son cerveau de passer par les phases nécessaires. Première phase, c'est la négation. Il ne le remarque même pas. Deuxième phase, c'est la curiosité. Il perçoit quelque chose de différent. Troisième phase, c'est le malaise. Il sent l'absence. Quatrième phase, c'est l'analyse. Il commence à remettre en question son propre comportement. Et cinquième phase, qui n'arrive qu'après les 48 heures complètes, c'est l'action. C'est quand il se dirige vers vous. Erreur numéro 3. Expliquez le silence quand il vous demande. Quand il vous demandera inévitablement pourquoi vous êtes silencieuse. La tentation est énorme d'expliquer tout. De dire « Je suis fatiguée de parler seule » ou « Tu ne m'écoutes jamais ». Ne faites pas ça. Parce qu'au moment où vous expliquez, vous recommencez à faire le travail émotionnel. Vous recommencez à essayer de le faire comprendre. Et le but entier du silence, c'est que vous avez arrêté d'essayer. Alors quand il vous demande, vous dites simplement « Je suis juste silencieuse » ou « Je suis concentrée sur d'autres choses ». Et c'est tout. Erreur numéro 4. Utilisez le silence pendant plus de 48 heures sans ajuster. Le silence stratégique de 48 heures est un choc dans le système. C'est une rupture de schéma. Mais si vous restez en silence pendant des semaines, ce n'est plus stratégique, c'est juste de la distance. Après les 48 heures, quand il s'approchera, quand il démontrera un changement de comportement, vous pouvez recommencer à parler. Mais avec une nouvelle dynamique, vous ne redevenez pas la femme qui parle trop, qui demande trop, qui s'efforce trop. Vous parlez quand il y a quelque chose de genuin à dire. Vous demandez quand vous voulez genuinement savoir. Vous vous efforcez quand il s'efforce. Aussi, laissez-moi vous raconter une autre histoire, parce que je veux que vous voyiez que ça fonctionne dans différents contextes. Hélène avait 52 ans, divorcée depuis 3 ans. Elle était dans une nouvelle relation avec Paul. Un entrepreneur de 48 ans, dans les premiers mois, Paul était attentionné. Il appelait tous les jours, il planifiait des rendez-vous, mais après 6 mois ensemble, Hélène aperçut un schéma. Paul n'apparaissait que quand il voulait. Parfois, il restait des jours sans donner de nouvelles, et quand elle lui demandait à ce sujet, il disait qu'il était occupé
qu'elle était peau de colle, que les femmes matures devraient être plus indépendantes. Et Hélène, comme beaucoup d'entre nous, a commencé à se remettre en question. Est-ce que je suis peau de colle, vraiment? Est-ce que j'attends trop? Est-ce que je devrais accepter ce comportement parce que c'est un homme occupé? Jusqu'à ce qu'elle applique le silence stratégique, Paul était resté 4 jours sans donner de nouvelles. Et quand il a finalement envoyé un message disant « Salut, ça va ?» Hélène n'a simplement pas répondu. Pendant 48 heures complètes, Paul n'a reçu aucune réponse. Le premier jour, il a cru qu'elle était occupée. Il a envoyé un autre message le soir. Hélène a vu, n'a pas répondu. Le deuxième jour, Paul a appelé. Hélène a laissé aller vers la boîte vocale. Il a envoyé un message demandant si tout allait bien. Hélène a attendu 6 heures et a répondu un simple « oui ». Mais c'est lors de la deuxième nuit que Paul a appelé à nouveau. Et cette fois, il y avait de l'urgence dans sa voix. « Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es fâchée contre moi ?» Et Hélène, suivant exactement ce que Nilda enseigne, a dit « Je ne suis pas fâchée. J'ai juste réalisé que tu restes des jours sans me parler et que je suis toujours disponible quand tu décides d'apparaître. Et j'ai décidé que j'allais suivre le même rythme. Si tu peux rester des jours sans parler, je peux aussi... » Le silence de l'autre côté de la ligne était assourdissant. Parce que Paul, probablement pour la première fois, a réalisé ce qu'il faisait. Il a perçu qu'il avait le luxe d'apparaître et de disparaître, parce qu'il savait qu'Hélène serait là, à attendre. Et maintenant, qu'elle n'attendait plus. Le jeu avait changé. Hélène, je n'avais pas réalisé que je faisais ça. Je suis désolée. Je veux te voir. Je peux passer chez toi maintenant. Et c'est ça, la magie du silence stratégique. Il ne fait pas implorer un homme mature, parce que vous vous faites désirer. Il fait réaliser à l'homme mature que vous êtes désirable, que vous avez de la valeur, que vous n'êtes pas disponible inconditionnellement. Et les hommes, spécialement les hommes matures, qui ont déjà perdu des femmes précieuses, reconnaissent quand ils sont sur le point d'en perdre une autre. Paul a complètement changé après ça. Pas parce qu'Hélène a demandé, pas parce qu'elle a pleuré ou réclamé, mais parce qu'elle a montré, à travers son absence, à quel point sa présence avait de la valeur. Maintenant, parlons de la science derrière tout ça, parce qu'il est important que vous compreniez que ce n'est pas de la manipulation bon marché, c'est de la psychologie évolutive profonde. Nilda Tcheraviglio l'a magistralement expliqué. Le cerveau masculin est programmé par l'évolution pour chasser. C'est un vestige des temps où les hommes étaient des chasseurs. Et les chasseurs ne poursuivent pas les proies qui viennent à eux. Les chasseurs poursuivent les proies qui fuient. Quand vous êtes toujours disponible, toujours à initier le contact, toujours à essayer de connecter, vous vous positionnez évolutivement comme la proie qui vient à lui. Et il n'y a aucun défi là-dedans. Il n'y a aucune conquête là-dedans. Mais quand vous retirez, quand vous créez une distance, quand vous démontrez que vous avez une vie propre qui ne dépend pas de lui, vous activez l'instinct de poursuite. Et cet instinct est plus fort que n'importe quelle logique rationnelle qu'il puisse avoir. Il y a aussi la question de la dopamine. Quand vous êtes toujours disponible, la dopamine qu'il reçoit en interagissant avec vous est basse. Parce qu'il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune nouveauté. Mais quand il ne sait pas si vous allez répondre, quand il n'est pas sûr de votre disponibilité, chaque interaction avec vous devient un pic de dopamine. Et le cerveau humain est accro au pic de dopamine. C'est pour ça que les hommes deviennent obsédés par les femmes qui les rejettent éduquement. Pas parce qu'ils aiment le rejet, mais parce que l'incertitude du rejet crée des pics de dopamine, que les femmes toujours disponibles ne créent jamais. Et voici une autre vérité que Nilda Tcheraviglio a découverte. Les hommes matures valorisent plus
ce qu'ils doivent travailler pour maintenir. Si vous donnez tout sur un plateau, si vous faites tous les efforts, si vous portez la relation seule, il dévalorise inconsciemment la relation. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que le cerveau humain ne valorise simplement pas ce qui vient trop facilement. Alors, quand vous appliquez le silence stratégique, vous le forcez à travailler, à s'efforcer, à penser à vous, à prendre des actions pour reconquérir votre attention. Et cet effort crée de la valeur, crée de l'investissement émotionnel, crée de l'appréciation. Avant de continuer, si vous réalisez que cette information change la façon dont vous voyez vos relations, le Super Thanks est la façon pour vous de soutenir ce type de contenu. C'est vous qui dites oui. Cette connaissance a de la valeur et je veux que plus de femmes y aient accès. Chaque contribution aide à porter cette sagesse à plus de femmes matures qui ont besoin de comprendre leur propre pouvoir. Nilda. Chiaraviglio serait fier de votre soutien. Maintenant, comment savez-vous si le silence stratégique fonctionne? Il existe des signes clairs. Signe numéro 1. Il commence à initier le contact. Si avant, c'était vous qui envoyiez toujours le premier message, qui appeliez toujours en premier, qui lanciez toujours la conversation. Et maintenant, c'est lui qui le fait. Le silence fonctionne. Signe numéro 2. Il demande si tout va bien. Ça montre qu'il a noté le changement et qu'il est inquiet, qu'il est sorti du mode automatique et est entré dans le mode conscient. Quand il demande si vous êtes fâché, s'il s'est passé quelque chose, s'il a fait quelque chose de mal, c'est parce que l'absence de votre énergie l'a affecté. Signe numéro 3. Il essaie d'attirer l'attention. Il se peut qu'il commence soudainement à partager des choses avec vous, à raconter sa journée, à faire des blagues. C'est son cerveau qui essaie de vous réengager, qui essaie de vous faire revenir à vous connecter avec lui. Signe numéro 4. Il fait des plans. Si avant, c'était vous qui planifiez tout, et maintenant, c'est lui qui suggère des sorties, des dîners, des programmes. Ça montre qu'il a réalisé qu'il doit s'efforcer pour vous maintenir engagé. Signe numéro 5. Il devient physiquement plus présent. Arrête de rester sur son téléphone quand il est avec vous. Arrête de se distraire. Prête plus d'attention. Ça montre que son cerveau a enregistré que vous n'êtes peut-être plus garanti et qu'il a besoin de valoriser le temps avec vous. Mais, et si ça ne fonctionne pas? C'est une question que toute femme se pose, et voici la vérité que vous devez entendre. Si vous appliquez le silence stratégique correctement, pendant 48 heures, complètes, avec neutralité, sérénité, en vivant votre vie, et que l'homme ne réagit d'aucune façon, vous avez une information précieuse. Vous avez l'information qu'il ne valorise pas votre présence suffisamment pour noter votre absence. Et ça, ma chère, c'est l'information la plus importante que vous pourriez avoir, parce que vous pouvez arrêter d'investir dans quelqu'un qui n'investit pas sans vous. Vous pouvez arrêter de gaspiller votre énergie à essayer de faire fonctionner quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas disposé à s'efforcer. Et vous pouvez rediriger cette énergie vers vous-même, vers votre vie, vers des relations qui vous valorisent vraiment. Alors, de toute façon, vous gagnez. Ou il se réveille et commence à vous valoriser. Ou vous vous réveillez et réalisez que vous méritez plus. Les deux résultats sont des victoires pour vous. Nilda Chiaraviglio dit toujours que le silence stratégique n'est pas à propos de le contrôler. C'est à propos de vous récupérer le contrôle sur votre propre énergie. C'est à propos de vous arrêter de vous user à essayer de faire en sorte que quelqu'un vous valorise. C'est à propos de vous comprendre que votre valeur n'est pas dans votre disponibilité, mais dans votre rareté consciente. Et les femmes matures, les femmes qui ont déjà vécu des décennies, qui ont déjà commis l'erreur de trop parler, de trop s'expliquer, de trop se justifier, ont un avantage. Elles comprennent que le silence n'est pas de la faiblesse, le silence est du pouvoir, le silence est un choix,
Le silence est de la dignité. Nilda Chiaraviglio nous l'enseigne avec force. Une dernière histoire avant de terminer. Béatrice avait 49 ans quand elle a découvert que son mari avait des conversations inappropriées avec une collègue de travail. Rien de physique n'était encore arrivé, mais la trahison émotionnelle était claire. Béatrice aurait pu faire ce que la plupart des femmes font, pleurer, crier, confronter, exiger des explications, mais au lieu de ça, elle est restée en silence. Pas un silence rageur, un silence de décision. Elle a simplement arrêté de s'efforcer. Dans le mariage, arrêtez d'initier des conversations, arrêtez de faire des plans, arrêtez d'agir comme si de rien n'était. Elle mangeait à des heures différentes, sortait avec des amis, s'est concentrée sur son travail, a repris le yoga, a recommencé à lire. Dans les premiers jours, son mari n'a même pas remarqué. Après tout, il était occupé avec les conversations de sa collègue. Mais après une semaine, quelque chose d'étrange a commencé à arriver. Les conversations avec sa collègue ont commencé à paraître vides, sans substance. Pendant ce temps, Béatrice était radieuse, était vibrante, était en train de vivre. Et pour la première fois, son mari a vu ce qu'il était en train de perdre. Pas la Béatrice qui courait après lui, qui implorait pour de l'attention, qui essayait de rivaliser avec sa collègue, mais la Béatrice qui avait sa propre vie, qui était complète sans lui, qui n'avait pas besoin de lui pour être heureuse. Il a fallu 3 semaines. 3 semaines de Béatrice en silence. Stratégique pour que son mari se réveille, pour qu'il réalise qu'il était en train d'échanger de l'or contre du laiton, pour qu'il coupe complètement le contact avec sa collègue et implore une seconde chance avec Béatrice. Et Béatrice a donné cette seconde chance. C'est la puissance du silence stratégique révélée par Nilda Chiaraviglio. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle détenait désormais le pouvoir. Elle s'était prouvée à elle-même qu'elle pouvait vivre sans lui. Elle avait une valeur indépendante de lui. Et cette certitude, cette assurance quant à sa propre valeur, a complètement changé la dynamique de leur mariage. Alors, voici ce que je veux que vous compreniez. Le silence stratégique de 48 heures n'est pas une technique que vous utilisez une fois et que vous oubliez. C'est le début d'une nouvelle façon de se lier. C'est vous qui comprenez que vos paroles ont de la valeur, que votre présence a de la valeur, que votre énergie a de la valeur, et que vous n'avez pas besoin de tout donner gratuitement à quelqu'un qui n'est pas disposé à valoriser, à reconnaître la valeur de tout cela. Quand vous cessez de trop parler, vous le forcez à écouter davantage. Quand vous cessez de trop demander, vous le forcez à s'intéresser davantage. Quand vous cessez de trop vous efforcer, vous le forcez à s'efforcer aussi. Et s'il ne s'efforce pas, alors vous avez la clarté nécessaire pour savoir que vous méritez quelqu'un qui s'efforce. Vous avez la force de savoir que vous pouvez vivre pleinement sans lui, et vous avez la sagesse de savoir qu'être seul est infiniment meilleur qu'être avec quelqu'un qui vous fait vous sentir seul, comme si vous étiez seul. C'est ce que Nilda Chiaraviglio enseigne. C'est ce que les femmes matures doivent comprendre. Votre silence est votre super pouvoir. Utilisez-le avec sagesse. Utilisez-le avec intention. Utilisez-le pour récupérer votre valeur à vos propres yeux. Parce que lorsque vous vous valorisez, le monde entier, y compris l'homme à vos côtés, commence à vous valoriser également. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, à quel âge avez-vous découvert que votre silence vaut plus que 1000 mots? Partagez votre histoire. Parce que d'autres femmes ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce parcours de récupération de leur propre pouvoir.